Togo Info, le Togo à votre portée. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Génial Taxi FM à Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information, rassurez-vous, avec mes confrères, et nous allons revenir sur les grands sujets qui font la une de l'actualité. Vous verrez que nous revenons sur ce sommet qui s'est ouvert à Lomé, qui s'achève aujourd'hui. Lomé donc qui accueille depuis hier une consultation entre les parties impliquées dans le conflit au Darfour. Une initiative, dit-on, du chef de l'État togolais Faure Sozimno Nyasingbe. Les échanges se déroulent, je le disais, depuis hier et s'achèvera donc aujourd'hui entre politiciens, activistes, politiques, universitaires, civils. On s'interrogera clairement donc sur le sujet avec mes confrères. Naturellement, nous reviendrons également sur ce sujet dans l'opinion depuis la suspension de 2 enseignants pour avoir violenté des écoliers. On va oser le débat clairement sur le sujet, violence en milieu scolaire. Est-ce qu'il faut encore battre les enfants à l'école, oui ou non? Je poserai la question à mes confrères en studio. Sylvestre Béni du journal La Manchette et le Mathis Ogo du journal Nouvelle Tribune. On sera rejoint forcément par Michel Tchadia du journal Ouara Vainqueur. Bienvenue. Merci de nous rejoindre sur la radio Génial Taxi FM. Merci surtout pour votre fidélité. Nous remercions tous nos auditeurs de la diaspora qui sont à Lomé actuellement pour certains d'entre eux et qui peuvent donc suivre l'émission La Gare Routière de l'information en live, on peut le dire un petit peu comme cela, sur la 93.1 FM Lomé. Bonjour Eloma Tissobui. Bonjour, bonjour Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Sylvestre, vous allez bien? Oui, ça va. Enfin, on est en forme. C'est mieux comme ça, non? Oui, c'est l'essentiel. Même Merci. si. Comment? Allez-y. Même si. Ça suppose quoi? Bon, ça suppose qu'on fait l'appareil et puis bon, voilà, quoi. On se dit qu'on est en forme. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, très bien. Tout est psychologique, en fait. Un petit peu ça. Il faut jouer sur ce tableau-là. Alors, on va rappeler à nos auditeurs aussi qui sont câblés sur la radio Génial Taxi FM, le 93.1 FM, qui peuvent aussi participer donc au débat, nous envoyer des messages et SMS sur le 93 94 96 64. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer pour l'instant des messages SMS ou WhatsApp. Je rappelle le numéro 93 94 96 64. Bonjour Michel, ça va? Bonjour Eric, bonjour confrère, ça va, ça peut aller. Merci de nous avoir rejoints. Alors, après le Mali, après aussi le Tchad, entre autres, hein, le Togo, bien sur le front de sa diplomatie avec un sommet à Lomé. Depuis le week-end, les protagonistes de la crise au Darfour, on va parler carrément d'un conflit armé, puisque chaque jour que Dieu fait, il y a des tueries. Le week-end dernier, on en a enregistré encore 20. Alors, ces protagonistes sont à Lomé pour des pourparlers. On pourra parler de la diplomatie togolaise qui est active, qui active ainsi son influence et sa longue tradition de médiation. Quels commentaires vous en faites? Je vais poser la question d'abord à Sylvestre. Le Togo qui accueille pour parler, pour réconcilier les frères de Darfour. Ça, il est quoi en vous? Rien donc rien de grand, de particulier. En réalité, on constate que depuis plusieurs décennies, allez-y. Il y a des moyens aujourd'hui. Le Togo s'est toujours joué ce rôle-là. À l'interne, c'est la croix et la bannière, mais sur le plan géopolitique, on se donne tous les moyens donc, pour être comme du moins quelqu'un qui le grand médiateur de la paix, oui. Le grand médiateur donc de la paix dans la sous-région. Et nous l'avons vu donc au Mali où ils ont quand même œuvré, la diplomatie togolaise a donc œuvré pour la libération donc des mercenaires. Ou des militaires ivoiriens. Des mercenaires ivoiriens, c'est selon. Ça dépend donc de là où on se place donc pour analyser les faits, donc voilà quoi. Et donc ils sont également sur cette fois-ci sur le coup donc du Soudan. On sait que depuis plusieurs mois de ce côté-là, donc ils n'arrivent pas à faire taire les arbres. Et entre les deux généraux, c'est le sang qui coule à flot.
il y a eu une première tentative donc des pays arabes qui n'avaient pas marché. Oui, Arabie Saoudite notamment. Oui, justement, donc si le Togo... Les Américains aussi sont dans le coup. Hein. Justement. Mais les Américains, ces pays arabes sont presque des acteurs indirects. Donc de cette crise, donc si le Togo qui est loin veut quand même se jeter à l'eau et tenter donc cette humiliation, on verra ce que ça va donner et on espère. Vous savez, il faudrait, en démocrate, il faut toujours donc prôner la paix dans tous les milieux, dans tous les contrées donc du globe. Donc si le Togo arrive à le faire, bon, c'est tout béni maintenant. S'il faut regarder donc de l'interne, je crois que on trouvera quand même beaucoup de choses à dire. Ah oui, en tout cas, on souhaite la paix au Darfour et à n'importe quel espace donc de l'univers, que la paix y règne. Mais le Togo, et l'homme on le voit clairement, qui étend son influence en matière de la diplomatie qui apaise les cœurs. On pourra le dire ainsi. Bon, il faut dire plutôt que ce n'est pas nouveau. Le Togo, comme on a toujours dit, fait toujours office de nation attachée à la paix et au dialogue. On l'a vu dans plusieurs crises. Et je crois quand même que la réussite de la dernière mission au Mali, dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens libérés, a quand même permis à ce que beaucoup de pays, beaucoup d'Africains, beaucoup de nations sur le plan continental puissent faire recours à Lomé pour pouvoir enterrer leurs différends. Et donc ce qui se passe au Darfour aujourd'hui est très symptomatique de cette Afrique toujours en guerre. Et c'est vrai qu'il y a des pays en Afrique, quand on cite les noms, vous dites forcément que c'est la guerre, c'est la famine. Le Soudan, la Somalie, par exemple, c'est des pays qui sont jamais pacifiés. Et dans une certaine mesure, la crise entre le Congo et le Rwanda. Et donc aujourd'hui, il va falloir que au niveau international, on puisse trouver une solution. Et moi, ce qui me désole, c'est le rôle que joue l'Union africaine et l'ONU, parce que l'ONU est censée jouer la médiation, parce qu'ils ont beaucoup d'émissaires, et ils ont nommé des émissaires un peu partout sur le globe. Il y a beaucoup d'instruments en tout cas. Beaucoup d'instruments pour pouvoir arbitrer et faire résoudre les conflits, mais on se demande véritablement le problème, qu'est-ce qui se pose comme problème, parce qu'on ne peut pas mettre tout cet investissement-là dans des gens, dans des personnes, dans des bureaux, pour dire que bon, on va œuvrer pour la paix, et puis finalement on se rend compte que l'instrument ou l'organisme, l'institution en charge de la promotion de la paix dans le monde n'est pas tout à fait ça. Ça pose un vrai débat finalement. Oui, effectivement. Nous avons l'ONU qui est un petit peu le gendarme pour la paix dans le monde. Et puis après, ce sont les pays encore qui prennent des initiatives pour pouvoir pacifier les pays. Oui, c'est un peu ça le problème, parce que vous prenez l'Afrique de l'Ouest, par exemple, vous avez un médiateur de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Vous prenez l'Afrique centrale, vous avez un médiateur de l'ONU pour l'Afrique centrale, mais on ne comprend pas véritablement, parce que l'Afrique c'est 5 blocs, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. C'est comme ça que l'Union africaine même a défini aussi, a nommé ses émissaires. Mais on se rend compte finalement que tout ça ne sert à rien, c'est-à-dire que si on doit dépenser de l'argent, on doit investir dans des personnes, dans des institutions, dans des politiques qui ne servent à rien, autant choisir ou bien passer par la diplomatie de couloir. Et donc, bon, Lomé l'a si bien compris. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer entre le Soudan et le Sud-Soudan, mais de toutes les façons, on attend de voir, parce que ces deux pays n'ont jamais été pacifiés, comme je l'ai dit. Ah oui, en tout cas, il faut quand même préciser que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est le Soudan, enfin, c'est le Darfour. C'est le Darfour, l'ancien Soudan du Sud. Oui. Et donc, à ne surtout pas confondre avec ce qui se passe au Soudan, même où des généraux sont en train de se tirer dessus depuis plusieurs semaines. Sous les yeux de l'ONU. Exactement, inertes, sans trop réagir. Alors, Michel, le Togo, un si bon élève, parce qu'il faut être bon pour demander aux autres d'être bons. Est-ce qu'on peut le comprendre aussi sous cet angle-là? Parce que certains qui avaient appris la nouvelle le week-end que le Togo accueille un rendez-vous important pour aider les frères et sœurs du Darfour à se mettre d'accord sur l'essentiel pour que la mort ne survienne pas à tout bout de champ, se disent, mais le Togo, pourquoi pas? Voilà. Nous avons une longue tradition. C'est peut-être que les gens ignorent. Le Togo a cette tradition de voler au secours des autres, malgré nos problèmes. C'est normal. Oui. C'est pas parce que nous avons des problèmes que nous ne pouvons pas aider les autres aussi. À trouver solution le problème. Surtout si on
On voit à peu près comment ça se passe au Darfour là-bas. Je pense que s'il y a la paix dans ce coin du monde, cette paix-là va jaillir, en tout cas va quand même impacter le reste aussi de la zone. Parce que le Soudan du Sud, vous savez, ça fait des années que, depuis la partition du Soudan, ça fait des années que l'instabilité a pris place là-bas. Et il faut les aider quand même à sortir de cette situation. Le Darfour, c'est pas la porte d'à côté, hein? Oui, oui, je sais. Oui, mais la question que normalement on devait se poser, c'est de savoir est-ce que le Togo a les moyens nécessaires. A les moyens, parce que cette crise-là, elle est beaucoup sérieuse. Et si l'ONU s'est baladée là-bas, s'est fait balader, si l'Union africaine, ma foi, n'a pas reçu grand-chose, est-ce que notre pays a les moyens diplomatiques pour agir? En tout cas, pour ce qui concerne la bonne volonté, le Togo a la bonne volonté. Oui. On sait que les autorités togolaises se sont montrées disponibles à aider partout où besoin et à régler un certain nombre de choses. Et donc, la clôture donc, de ces pourparlers, c'est tout à l'heure à 16h. Nous allons voir, moi je suis tellement... Les conclusions. Les conclusions. C'est ça qui est très important. On va voir s'il y a une petite avancée dans ce qui est en train d'être fait. C'est de ça qu'il est question. Parce que n'oubliez pas que, bon, quand il s'agit des situations comme ça, certains sont prêts à mettre les bâtons pour que ça ne marche pas. Que ça ne marche pas. Parce qu'il y aurait que les gens étaient avant nous. Oui. Et bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'ils sont contents que nous on réussisse? Bon, c'est une question que je me pose. Mais à voir comment les autorités togolaises, depuis il y a des mois jusqu'à aujourd'hui, la manière dont on s'y prend quand il s'agit de l'étranger, je pense que... Vous avez insisté là-dessus quand il s'agit de l'étranger? Oui. Oui. L'investissement? Oui, quand il s'agit de l'étranger, nous avons toujours mis les bouchées doubles. Alors quel est l'intérêt finalement du pouvoir de Lomé à s'investir massivement quand il s'agit de l'étranger? Le Togo... C'est qu'en interne, certains de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés. Oui, ça c'est... Les gens le disent. Les gens le disent. Mais moi je dis une chose, ce n'est pas parce que, Eric, peut-être tu as quelques soucis avec madame que s'il y a le voisin qui te demande de l'aider à régler ce problème, tu vas dire non, moi j'ai pas encore fini de régler. Non, ça n'a pas de sens. Donc c'est dans ce schéma-là que moi je suis. Le Togo a le droit d'aider s'il a les moyens nécessaires de le faire. Moi je ne trouve pas, parce que c'était les gens du Darfour, c'est des Africains, et le problème qui se pose là-bas contamine actuellement la région. Et si on arrive à agir sur la racine même du problème, on le règle, je pense que ça va faciliter aussi à régler. Si la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Oui. Sinon, il se peut que... Et vous avez, en vous écoutant, et l'homme aussi l'a dit de façon subliminale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui sont payés pour pouvoir aider, n'est-ce pas, à réconcilier les frères et sœurs, à éteindre les foyers de tension. Mais on a le sentiment que depuis qu'ils sont là, enfin, il y a longtemps quand même, hein, la SDN est partie et puis le nom est venu. Mais aujourd'hui, les foyers de conflit ne font que se multiplier. Vous avez parlé du Togo. Est-ce que le Togo a les moyens de régler ce problème? D'autant plus que d'autres ont déjà essayé avant le Togo. On parle d'Arabie Saoudite, des États-Unis. Moi, je vais poser une autre question liée à ça. Qui paie l'addition? Justement, je crois que c'est une question que nous parce avons posée une fois. On ne nous a pas encore dit combien ça a coûté la médiation togolaise dans le conflit malien. Bon, c'est pas encore totalement terminé. Dans le règlement du problème des militaires ou des mercenaires, ça dépend, ivoiriens, parce qu'on a vu des allers-retours, des va-et-vient. Combien ça a coûté aux contribuables togolais? Ou si c'est l'ONU qui fait l'addition,
ou c'est le Togo qui paie l'addition? Qui est-ce qui paie l'addition à la fin? Est-ce qu'on peut être courageux pour poser cette question? Non, écoutez, c'est le Togo qui fait l'addition. Il n'y a pas à chercher donc de... Vous avez des éléments pour ça? Non, de midi à 14h. Si vous prenez donc la crise au Mali, l'ONU, oui, l'ONU s'est cogné la tête, parce que puisque même le secrétaire général donc de l'ONU a essuyé quelques critiques de la part donc de la diplomatie malienne. Bien sûr. Et même la France aussi n'est pas arrivée, la Côte d'Ivoire et tout. Donc le Togo y est allé. Et après, ces militaires, ces messieurs militaires sont arrivés à Lomé, ils ont été bien accueillis dans la force du terme et tout. Et après, donc, on a les déposer tranquillement donc, en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le Tchad. C'est le Togo qui va avec... Ils sont venus aussi ici une fois, une deux fois. Donc, en fait, c'est le Togo qui fait l'addition. En réalité, qu'est-ce que le Togo gagne? Le Togo gagne donc une certaine assise géopolitique, c'est tout. Parce que vous avez aussi un régime qui s'éternise et qui ne veut pas tout de suite lâcher les pions, qui ne veut pas tout de suite quitter. Donc il faut au moins avoir une certaine assise internationale, ne serait-ce que quand ils seront également trop vus, donc les autres peuvent venir donc à leur secours. En réalité, c'est tout ce que le Togo gagne. C'est tout ce que le Togo gagne lorsque on appelle donc notre président le jeune joyen. Tout cela se résume donc en ce terme-là. On veut être donc le nouveau Blaise Compaoré donc de la sous-région. Vous savez, à l'époque c'était presque celui qui était au devant donc de toutes les crises en termes donc d'aller jouer la médiation et tout. Depuis que Blaise Compaoré est parti, vous verrez que c'est parce que le Togo qui joue ce rôle-là. Bien que le Darfour soit à des milliers de kilomètres du Togo, vous verrez que le Togo y est, le Tchad et tout ça. Et bon, parfois ça marche. Parfois ça marche. Peut-être que ils ont le secret. Et puisque je le disais tantôt, l'ONU n'a pas réussi à régler donc la crise malienne. Le Togo, du fait donc des résultats, on peut dire que c'est une réussite. Et bien avant que ce soit avec également la crise donc au Libéria, la crise en Sierra Leone et tout, le Togo a essayé tant soit peu de régler quand même tous ces conflits-là. Donc, de par donc l'expérience, de par le passé, on peut au moins accorder quand même ce bénéfice du doute là. Encore que le Togo étant loin, n'est pas directement impliqué dans les conflits ou n'a pas pris parti. Voyez-vous. Et même, nous avons même oublié de citer la Guinée-Bissau. Oui, c'est ici qu'ils sont arrivés et ils ont trouvé une solution. Exactement. Aujourd'hui, ce pays est presque... Il y a une certaine accalmie, au moins dans ce pays. Donc, si on va continuer donc à dérouler donc ce dialogue entre guillemets réussi, ou médiation entre guillemets réussie par le Togo, on peut en citer une litanie. Voilà pourquoi peut-être que certains pays peuvent leur accorder du moins ce bénéfice-là du doute ou ce bénéfice donc de ce personnage que eux ils peuvent le faire. Et je le dis, c'est juste une assise géopolitique et ça permettrait donc à ce régime. C'est le seul gain. C'est le seul gain. C'est le seul gain d'être bien enraciné. Vous avez vu qu'au début donc de notre crise en 2017, il y a eu quelques prises donc de bec ou de joutes verbales entre le président français et le président togolais. Quand on lui a posé la question au Canada, est-ce qu'il va recevoir encore Faure Gnassingbé, il a dit est-ce que je l'ai reçu, est-ce qu'il y a eu une rencontre bilatérale entre nous, mais après il a reçu. Ils se sont même retrouvés au Tchad. Après, il a été consulté sur plusieurs dossiers. Il était au Mali et tout. Donc c'est en réalité c'est ce que gagne le régime, une certaine assise internationale, et ça permet donc de rester indéfiniment. Alors quand on vous écoute, Sylvain Selom, on a le sentiment que le Togo ou le régime qui est en place aujourd'hui a besoin que de ça pour pouvoir exister. En même temps, la question initiale que j'ai posée demeure, qui paie l'addition? Non, en réalité, quand vous scrutez quand même les réseaux depuis vendredi où cette rencontre a été annoncée, beaucoup se posent la question, mais attendez, qu'est-ce qu'on y gagne véritablement? Non, mais en réalité, vous savez, si vous faites l'histoire des relations internationales, vous comprenez dans la sous-région que le Togo, sur la scène internationale, investit beaucoup plus pour résoudre les conflits, etc. Et même, si vous allez par exemple dans un autre pays et vous écoutez comment on parle de votre pays, c'est un bien.
Vous comprenez? Oui. C'est en bien. On vous dit toujours que, voilà, félicitations à votre président de la République dans l'affaire des militaires ivoiriens libérés. Félicitations pour ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Félicitations pour les nombreuses médiations que vous avez eu à faire. Et donc, c'est en bien quand on parle du Togo et quand on parle des investissements à l'extérieur. Mais nous qui venons, nous connaissons nos propres problèmes, vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que le Togo s'est positionné comme un médiateur par excellence dans la sous-région pour faire amener la paix dans les pays, surtout en Afrique. Et maintenant, la question de qui paye l'addition, moi, je n'ai pas d'élément d'appréciation. C'est vrai que toute résolution de conflit a un prix à payer et on ne fait pas ramener la paix avec des bruits de bottes, on fait plutôt ramener la paix en négociant avec toutes les parties. Maintenant, les parties vont séjourner ici dans notre capitale, mais on ne sait pas si, entre-temps, la CEDEAO, l'Union africaine ou l'ONU, a quand même envoyé un message à Lomé pour pouvoir envoyer des ressources. Personnellement, moi, je n'en sais absolument rien. Mais de toutes les façons, c'est un débat qui est lancé là. On va essayer de comprendre comment est-ce que le Togo arrive à résoudre ces conflits-là. Et à la fin, justement, est-ce que le Togo a d'autres priorités derrière? Parce qu'on sait que notre président de la République a été président en exercice de la CEDEAO il y a quelques années. Entre-temps, il y a le poste de présidence de l'Union africaine qui est là, et il va falloir que justement, parce que les Togolais, comme on le dit souvent, n'osent pas sur la scène internationale. On a de rares Togolais qui sortent la tête, comme Kakonou Boupo, comme Didier à côté. On a quand même de rares Togolais actifs sur le plan sociopolitique et économique. Et à la place des Togolais, on voit plutôt les Sénégalais, les Nigérians, qui investissent tout et toutes les institutions, même s'ils ne sont pas aussi efficaces que cela. Oui. Et même dans notre crise politique ici, on envoie un Sénégalais. Un Sénégalais, vous vous rappelez, pour résoudre notre problème de constitution. Oui. Et quand on avait eu notre problème politique, on envoyait le président Alassane Ouattara, qui était à Lomé, et ensuite le président ghanéen. Oui. Et donc, en réalité, Guinéen aussi. À l'époque, oui. Voilà. Mais le Togo a une longue histoire, séculaire de promotion de la paix et du développement dans la sous-région. Donc, je crois que le président de la République s'inscrit davantage dans cette dynamique-là, mais je crois qu'il faut aussi garder un œil sur la région des Savanes, qui aujourd'hui est en conflit, et moi, personnellement, c'est un front qui me fait vraiment peur, et beaucoup de courage à nos vaillants forces de l'ordre, nos vaillantes plutôt forces de l'ordre, qui ne cessent d'aller au front pour pouvoir protéger la population. Si vous voulez, on va peut-être placer un mot là-dessus. Il y a les auditeurs peuvent toujours aussi réagir à ce sujet. On a encore des 3 minutes à nous étendre un petit peu là-dessus. On nous envoie juste des messages, juste message SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit: le Togo a la légitimité d'apporter son aide aux frères soudanais. Cette démarche serait discutable si le Togo était lui-même miné par la guerre civile. S'agissant de l'addition à payer, nous devons faire preuve de hauteur d'esprit, dit l'auditeur. Le Togo bénéficie de l'aide venant des contribuables d'autres pays. La solidarité des peuples doit prévaloir, dit donc l'auditeur. Voilà, c'est son avis donc sur le sujet. Je ne partage pas. Il a quelle preuve de ce que... Oui, je dis, mais si l'auditeur est en train de nous écouter, je ne partage pas cet avis. Ça, c'est une manière de nous berner. Nous avons atteint un niveau qu'on ne peut pas nous dire des choses comme ça. Non. Ce n'est pas à nous, peut-être à nos mamans au village, mais pas nous. On ne peut pas nous dire que les contribuables... Comme ils disent peut-être que dans ces pourparlers, parce qu'on n'a pas mentionné ni la CEDEAO, ni l'UA, c'est le Togo, et donc ni l'ONU. Donc, comme ne nous baratine pas. Non. Je pense que l'État, le Togo a pris ses responsabilités. Qu'on le veut ou pas, c'est l'État togolais qui fait face à ça. Il ne faut pas qu'on nous dise autre chose. Voilà. Maintenant, si tu veux autre chose, on peut aller. Oui, allez-y. votre avis sur la question que je posais liée donc à la contribution, parce que le Togo doit débourser beaucoup d'argent pour ces fronts-là, à chaque fois, le Togo, n'est-ce pas? C'est le Togo, c'est le Togo. Bien de régler les problèmes des gens. C'est le Togo. Oui. C'est le Togo. Quand on dit c'est le Togo, c'est nous. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est nous, c'est le Togo. Parce que depuis, il y a des mois, vous savez, on nous la traversée du fleuve Chari, Oubangui Chari, pour aller régler les problèmes tchadiens, le problème guinéen avec le général Ansoumana Mané. Même entre-temps, mais je me suis dit que le problème là, c'est entre-temps les Guinéens, les Bissau-Guinéens étaient obligés de régler ça eux-mêmes, parce que en ce moment, Mané a violé
l'accord qu'il a signé ici. Et il a fallu que les autorités d'alors vraiment prennent leur responsabilité. On l'a liquidé, la paix est revenue. Donc, de toute façon, le Togo, avec Yadema, avait vraiment pesé lourd pour voir dans quelle mesure les Bissau-Guinéens réglaient leurs problèmes. À chaque fois, en tout cas, j'ai l'impression que le Togo qui fait face. Mais maintenant, je pense que Sylvestre le disait, qu'est-ce que le Togo gagne? Oui. C'est le Togo, pas les Togolais. Ah, il y a une nuance? Oui. Quand le Togo gagne, c'est pas les Togolais qui ont gagné. En tout cas, moi, le Togo gagne. Peut-être du point de vue diplomatique, géopolitique et tout. Mais qu'est-ce que moi, je me pose, je tire quoi de ça? J'ai quoi dedans? Moi, bon vis-à-vis, l'homme de Pépé-le-Main, il a quoi dans ça? Rien. En tout cas, c'est comme ça, moi, je vois. Il a quoi? Mais du point de vue géopolitique, puisqu'on ne nous a jamais distribué quoi que ce soit un jour que, bon, voilà les retombées, c'est les fruits des négociations, de la position du Togo dans les règlements de certaines crises. Attendez, il y a plusieurs moyens de vous rétribuer. De quelle manière? Actuellement, on est en train de parler de non-vici. Il y a 60 milliards qui est dans les tuyaux, là. Oui, c'est la Banque mondiale. Oui. C'est la Banque mondiale. Oui, il y a plusieurs canaux pour pouvoir... c'est le fruit de nos négociations. Il y a plusieurs canaux pour gérer. Est-ce que les 60 milliards, c'est un cadeau? Ah ben, si vous l'avez pas, la banque, ce que je sache, la Banque mondiale, non, ce n'est pas le Caritas, ou je sais pas, c'est pas les Papa Noël. Ouais. Non, écoutez. Si, en tout cas, nous le savons, hein, même si on n'a pas fait de longues études en économie, on sait à peu près que ces sont leur comportement vis-à-vis des pays, surtout les pays du Sud. Donc, les 60 milliards, c'est vrai, bon, on fait nos vies, mais nos enfants et les enfants de nos enfants vont payer ça un jour ou l'autre. Donc, on ne peut pas nous dire que c'est parce que c'est le fruit de... Non, moi je dis peut-être les politiques, ceux qui nous gouvernent, peut-être... Ils ont intérêt. Ils ont, oui, ça, certainement, parce que quand il s'agit de parler du Togo à des niveaux donnés, bon, on dit, nous on a fait ceci. Si vous nous confiez ça, on peut le faire. Mais ça fait la notoriété des hommes politiques, surtout des gouvernants. Mais quand vous prenez les gouvernés que nous sommes, on a quoi dedans? On a quoi? Oui, mais bon, ça ne va parce qu'on n'a rien que nous n'allons pas accepter que le Togo, en tout cas les autorités quand même puissent faire ça, puissent faire ce qu'elles font actuellement. Parce que, comme l'homme le disait, à l'extérieur du pays, on dit, voilà, vraiment félicitations, votre Togo, votre pays vraiment donne bonne impression, voilà. Bon, si le nom de mon pays, le Togo, est bien vu par certains ailleurs, malgré mes problèmes, je ne peux pas les refuser d'être... Merci beaucoup. Il y a quelques réactions avant de passer à notre sujet. Il y a un auditeur qui nous dit en faisant une bonne impression à l'extérieur, le Togo n'est pas comparable à un homme qui oublie ses enfants au profit de ses copines de dehors. C'est une interrogation que l'auditeur pose. Bon, voilà, c'est ça. Très bien. Il y a d'autres messages sur lesquels on pourra revenir principalement liés donc à ce sujet-là. On va aborder un autre sujet qui est aussi dans l'opinion depuis quelques jours. Depuis, vous vous êtes rendu compte puisque vous avez traité le sujet d'une façon ou d'une autre. Depuis donc la suspension de 2 enseignants pour avoir violenté donc des écoliers. Cette décision vient donc du directeur régional de l'éducation et elle vise à protéger, c'est ce qui est dit donc, l'intégrité physique et morale des enfants. Les 2 enseignants dont il s'agit ont été sanctionnés, c'est ce que mentionne la lettre circulaire, ont été sanctionnés pour des actes de violence gratuite, la précision des détails, violence gratuite et délibérée envers des enfants mineurs. Cette mesure disciplinaire a été prise dans le but de protéger l'intégrité physique et morale des enfants confiés aux enseignants par leurs parents. C'est ce qu'a donc expliqué le directeur régional de l'éducation, Maouna Gadewa.
eh bien, ce même message souligne l'importance, on s'est rendu compte de l'importance capitale de l'application rigoureuse, en fait, donc par l'ensemble du personnel d'encadrement. Alors, le débat se pose clairement aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas l'oser, violence en milieu scolaire? Est-ce qu'on doit taper nos enfants à l'école, oui ou non? Commencez par vous, Sylvestre. Oui. D'accord. Oui, moi je l'ai dit. Oui. Parce que il faut le préciser. Justement, il y a une loi. Je voulais faire une nuance. Le bâton à l'école. Taper, oui. Corriger, oui. Et moi je suis pour cela. Puisque nous, on nous a tapé, on nous a dressé, et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, même si nous ne sommes pas assez fiers. Maintenant, lorsque on revient en fait au communiqué, et nous prenons les termes du communiqué, on parle de violence gratuite et délibérée. Et on parle donc de protection de l'intégrité physique. Donc il y a des nuances. Il y a des nuances. Je me dis peut-être puisque depuis donc ce communiqué, nous n'avons pas la version réelle de ce qui s'est passé. Alors si je m'en tiens juste au terme, quand on parle de violence, nous tous, nous devons être contre la violence. Maintenant, quand on me dit que cette violence est gratuite et délibérée, ça veut dire que peut-être que l'enseignant a fait de trop. Il y a du trop. Il a exagéré. Ils ont exagéré. Ou ils ont exagéré. Là, puisque en exagérant, donc, ils sont versés dans la violence gratuite et délibérée. Là, je suis d'accord qu'on peut les suspendre. Mais juste taper un enfant parce que tu as omis de mettre S et prochainement ne fait plus, on te tape un peu prochainement, on te corrige. Là, je suis d'accord. Puisque si nous voulons copier des modèles qui sont donc copier des modèles, le modèle surtout occidental, nous risquons un jour donc de former des gens et peut-être après une décennie, nous risquons donc de ne pas les protéger. Ailleurs. Quand vous parlez de l'Occident, est-ce qu'on tape forcément avant que les enfants occidentaux soient excellents? Justement. Et là, je vais te répondre. Vous avez vu ce qui s'est passé en France avec la mort donc, de Naël. Oui. Les jeunes, du moins des mineurs, sont descendus dans la rue. Et qu'est-ce que le ministre a dit? Il dit, si on voit qu'un enfant dans la rue, nous allons donc s'en prendre à leurs parents. Qu'est-ce que les parents ont dit? Vous avez retiré l'autorité parentale pour confier à ces enfants-là. Très bien. Aujourd'hui, ils sont dans la rue et vous menacez les parents. Voyez-vous, c'est ce qui risque d'arriver en Afrique ou dans nos pays si nous voulons copier ces modèles-là. L'enfant doit être puni, l'enfant doit être corrigé, l'enfant doit être bien éduqué, même si c'est avec le bâton, il faut le faire, mais pas dans la violence. C'est tout. Mais comment peut-on taper sans l'interpréter comme une violence? Et l'homme? Bon, vous savez, moi je suis totalement d'accord avec Sylvestre. Vous savez qu'il y a des gens, je crois avoir rencontré des gens, on a fait les écoles et qui ont quitté les bains parce que ils n'en peuvent plus. Ils ont le sentiment qu'on les tape trop. Il y a même des parents qui font quitter les écoles à leurs enfants parce qu'on les tape trop. Et il y en a même qui vont à l'école pour taper les enseignants parce qu'on a tapé leur enfant. Effectivement. Et donc, en réalité, oui, non, c'est des cas qui existent, mais en réalité, c'est des erreurs que nous commettons. Vous comprenez, il faut taper les enfants à l'école, c'est normal, mais il ne faut pas exagérer, parce que c'est dans l'exagération. Par exemple, vous faites une interrogation, on vous dit si vous n'avez pas la moyenne, on vous met 4 coups bien appliqués, donc je ne pense pas que c'est exagéré. Hein. Nous-mêmes, on nous a tapé comme ça, nous on enlève même plus que 4. Hein. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on vous a tapé que vous trouvez que c'est normal qu'il faut taper? En réalité, quand on vous tape là, la prochaine interrogation, vous faites tout pour avoir la moyenne. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oui, même à la maison, quand vous tapez votre enfant parce qu'il n'a pas bien écrit A, B, C, D, E, ou bien il ne fait pas bien les calculs, enfin la table de multiplication, quand vous le tapez, il s'assoit 10-15 minutes, il vous récite ça correctement. Vous savez aussi avec des larmes, on stresse aussi les enfants avec ça. Il faut laisser cette histoire de stress. C'est ce qui se passe en France. On a trop stressé. Voilà les histoires de stress qui sont dans la rue. Les enfants de 13 ans qui vont casser, vandaliser des magasins en France. Et l'autorité de l'État est à terre. Et on vient nous dire en Afrique qu'il ne faut pas taper les enfants. Mais vous grondez votre enfant à la maison, il va à la police vous dénoncer. Que papa m'a grondé. Et la police vient vous menacer devant votre enfant. C'est pas qu'en France, hein. C'est dans l'Occident. Oui, mais oui, en Occident, oui, voilà. Mais en réalité, est-ce que c'est normal? On vous menace devant votre enfant parce que vous l'avez grondé. Ça se passe où?
Attends, l'enfant vient à la police, voilà, il dénonce papa ou maman qui l'a tapé, et l'enfant commence à dire Foucan, toi, Foucan. Dis ça à son papa, à son maman, mais vous allez voir ça en Afrique, mais je te gifle correctement, mais on ne peut pas faire ça. Mais un papa, une maman, c'est sacré. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prononcer des mots envers vos parents, même si il y a des parents qui démissionnent dans l'éducation de leurs enfants, mais ce n'est pas un laisser aller. Donc si vous allez à l'école, vous ne travaillez pas bien, et que le professeur ou l'enseignant vous donne 4 coups, 5 coups, 6 coups, mais c'est pour que demain vous puissiez faire mieux. Mais vous ne pouvez pas aussi, en tant qu'enseignant, chaque jour, vous levez, vous tapez les enfants. Lui aussi, il a de la mesure. Vous comprenez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous n'allez pas prendre le bâton tout le temps pour corriger l'enfant. À un moment donné, il faut lui parler. Parce que l'enfant aussi peut avoir des problèmes, vous comprenez? Peut-être quand il rentre à la maison, il ne dort pas suffisamment, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, mais quand vous le tapez, vous constatez que les fautes se répètent, il faut à un moment donné s'asseoir pour lui parler, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Ça aussi, c'est de la pédagogie. Mais il ne faut pas nous dire en Afrique, surtout au Togo, qu'on ne doit pas faire usage du bâton en milieu scolaire. Moi, je suis contre. On ne peut pas dire ça. La décision, c'est pas maintenant qu'on va la prendre au Togo. Hein. On a décidé, on dit on ne tape pas les enfants à l'école. En réalité, déjà là, hein. Oui, mais en réalité, je ne crois pas que les écoles... Cette suspension là, se réveille le dossier. Non, mais les écoles ne peuvent jamais faire abstraction du bâton dans l'éducation des enfants. En tout cas, on est en Afrique. On ne peut jamais le faire. Michel. Tu sais, moi je connais un pays en Occident où, dans le classement des droits, c'est le droit des enfants d'abord. Oui. Les femmes, ensuite. Les femmes. Ensuite, le droit des femmes. Non, oui, le droit des femmes. Ensuite, le droit des animaux. Les animaux. Et les hommes ferment la queue. Nous, on ne peut pas nous demander de faire des choses comme ça à l'ère actuelle, chez nous, en Afrique et surtout au Togo. Les enseignants qu'on a suspendus là. En tout cas, que ça continue comme ça, on verra comment notre société va se comporter demain. Je parle de demain. Ceux qui pensent que actuellement ils ont le pouvoir d'agir de cette façon. Non, attends, laisse-moi, tu vas donner la parole. Précisons que parce que des parents des enfants. Oui, je le sais. C'est les parents qui sont allés à l'école se plaindre. Oui, là, je le sais. Ok. Non, c'est là une précision. Là où le communiqué là où je semble être un peu embarqué, c'est parce que on dit violence gratuite. C'est là où quand j'ai pris là-bas, j'ai dit ok. Si c'est une violence justifiée, tu disais tantôt que mais certains ont quitté les bancs parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais certains ont été brillants à cause aussi du bâton. Tu ne l'as pas souligné. certains au début pensaient que bon, ils étaient en balade, mais le bâton les a redressés, mais c'est des gens brillants qui nous gouvernent aujourd'hui, qui dirigent les pays en Afrique, qui sont dans les sphères de l'État. C'est parce que le bâton, quoi qu'on le dise, chez nous ici en Afrique, le bâton, on ne dit pas de frapper des enfants comme des serpents. Non. Parce qu'à notre temps, je me rappelle, quand on fait BPC blanc, on nous aligne. Le premier, le deuxième, jusqu'à... en tout cas, ceux qui sont admis, on ne les touchait pas. Mais ceux qui ont 9 là, jusqu'à ceux qui ont 4 là, ils passent prendre leur dose de, je sais pas, 6 coups, 10 coups, et avant de rentrer dans leur classe. Les coups là servaient à quoi? C'est pour vous dire que le prochain de PC blanc, le prochain, qui sont dans l'autre là, si tu veux prendre aussi pour toi, donc reste là-bas. Sinon, et c'était vraiment la haute lutte, chacun nous voulait pas qu'on le tape publiquement. Je dis publiquement. Donc, on était vraiment, c'était la course contre la mort. Les gens, on se battait pour ne pas être frappés. Rappelle-toi aussi, et j'ai remarqué ça, avec le recul. Vous êtes convaincu qu'on peut parler aux enfants? Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Vous voulez nous arrimer sur les trucs occidentaux. Non, mais écoutez, il faut... On peut aussi réfléchir par nous-mêmes. Non, c'est l'histoire de parler, c'est les trucs des Occidentaux là, c'est ça, vous nous amenez ici. Où est Plan Togo là? Plan Togo qui fait un bon travail chez nous ici là. Il y a un aspect que Plan Togo est en train de détruire notre société. Parce que, oui, je le dis, ils peuvent ils nous écoutent.
Tu sais, un jour, quelqu'un est en train de gronder son enfant, et l'enfant sort, il dit, je vais appeler 111. Je vais appeler 111. C'est quoi 111? C'est pour dénoncer le numéro, si un parent dénonçait. Ah ouais. Alors qu'on était en train de, le parent était en train de corriger, dit que ça ne fait pas de souci. L'enfant trouve que il va appeler 111. la maman en faisait trop et qu'il faut appeler 111. Tu trouves ça normal? Il va appeler 112 même. Vous trouvez ça normal? On est où là? C'est vrai qu'à notre temps, il y avait des enseignants méchants, c'est-à-dire méchants tout court. Moi, j'ai commencé mon cours primaire dans un village. Le jour du marché, si on avait un enseignant au CE2, il va, il calme bien. Il revient les yeux rouges comme drosophile mâle. Il frappe tout le monde dans la classe. Bon, ça c'était la pure méchanceté. Il nous frappait seulement comme ça. Mais il y en a d'autres, il nous corrigeait. Il dit ça là. On t'a dit ça une fois, pourquoi tu fais encore ça? On te cogne. C'est pour attirer ton attention. La prochaine fois, quand tu te rappelles du bâton, que quand on touche un enfant, il faut que cela soit justifié. Alors, et pas d'une manière disproportionnée. Alors, tu comprends? Il faut que les autorités togolaises qui ont interdit le bâton à l'école revoient leur décision. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Cette affaire-là, on veut faire plaisir aux Occidentaux là. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut sensibiliser les enseignants. Aujourd'hui là, bientôt les élèves vont gifler les enseignants en classe. Aujourd'hui les enseignants sont... Avec cette décision-là? Non, aujourd'hui les enfants... Attends, aujourd'hui là, les enseignants là, maintenant les décisions du ministère de l'enseignement, beaucoup de décisions, les enseignants sont... Apeurés. C'est-à-dire que ils ne peuvent plus. C'est-à-dire que les enfants ont pris le dessus. On est en train de donner 100% de pouvoir aux élèves. Et c'est pourquoi je dis, qu'on continue comme ça, on verra dans 10-15 ans comment notre société va se combattre avec les enfants. Il y a un auditeur qui nous dit, l'histoire retiendra un jour que c'est une décision mal analysée, aujourd'hui, par rapport au bâton dans les écoles. Ah oui. Aujourd'hui, il suffit qu'on te voit avec un bâton à main, tu es interpellé à l'inspection pour s'expliquer sans que tu ne fasses pas usage. Dans tous les cas, que cette décision... Moi, je n'emmène pas mes enfants là où les décisionnaires pensent à que deviendront nos enfants après eux, un peu comme vous dites là. Oui, tu avais joué une fois un audio ici où il y a une fille qui disait c'est qui Kokoloko. Ah oui, si, c'est par rapport donc à... Ouais. Ah oui, à l'amour. À l'amour, c'est qui Kokoloko. Si tu me dis c'est qui... Vous voyez, c'est ces gens donc de filles que vous voulez avoir dans la société. Non, écoutez, à un moment donné, il faut saisir. Vous savez, saisir est différent donc d'être méchant ou de la... Il faut saisir avec ces jeunes-là. Vous prenez donc des jeunes comme... Je donne encore l'exemple donc de la France la dernière fois, où des mineurs sont sortis, qu'ils ont mis le feu à une banque, on envoie donc le véhicule des sapeurs-pompiers, ils se sont pris donc aux sapeurs-pompiers, qu'ils ont chassé, et après ils ont brûlé le véhicule du sapeur-pompier. Oui, bien sûr. C'est ce que vous voulez qu'on ait dans cette société togolaise? Non, vous savez, moi je suis pour... Je suis à 100%... d'accord qu'on corrige. Je dis bien qu'on corrige, qu'on tape les enfants. Mais ça veut dire que c'est toujours d'actualité qu'on aille finalement à ces états généraux de l'éducation qu'on avait promis, et l'homme. Bon, oui, dans cette réfléchis de façon globale sur les décisions qui sont prises pour savoir si c'est bon. Ça fait près de 10 ans. Non, pas 10 ans, je crois. C'était 2013, 2014 par là. Oui, qu'on avait annoncé cela. Oui. Oui. Ah ouais, si. Le temps va vite. Bon, oui, ça va très vite. Bon, en réalité, vous savez, ce débat-là, on peut le faire du matin jusqu'au soir. Moi, en tout cas, personnellement, ma position ne va pas changer. Ah oui. Parce que quand on regarde autour de nous, ce qui se passe dans d'autres pays, etc., c'est pas en fait des jeunes, c'est des mineurs qui font des gaffes. C'est des mineurs, en réalité. Des mineurs qui viennent à l'école, qui prennent les armes, qui tirent sur des gens, etc. Parce que, oui, mais ça n'a aucun sens. Vous comprenez ça? C'est trop de liberté, tue la liberté. Trop de liberté, c'est-à-dire vous ne pouvez pas taper votre enfant, mais c'est comme dans les pays occidentaux aujourd'hui, on vous dit que votre femme,
votre femme, par exemple, est arrivée, elle peut aller mentir à la police que vous faites de la violence conjugale sur elle, et puis après la police vient sans enquête, on vous met au Newf, après on vous dit que bon, tous vos biens appartiennent à votre femme. Oui. Mais alors que vous n'avez rien fait. Oui, mais ça n'a aucun sens. Il y a un débat que je vais faire aussi, ça concerne, puisque la diaspora là, ils sont tous à l'OME maintenant. Là, et même nos jeunes femmes, ce qu'ils font en Occident, oui, frère, on pourra en parler. Tu peux draguer en bonne et due forme une go. Vous faites ce que vous voulez, à la fin, elle commence à pleurer que vous l'avez vu. Violé. Oui. Les hommes sont victimes de ces... Ce qui m'énerve, c'est qu'on vous arrête d'abord, on vous menotte, on vous met en prison et on dit on commence les enquêtes. Mais comment vous pouvez faire des choses? C'est pas la liberté. Mais quelqu'un vient mentir allègrement que j'ai été violé, enfin on a fait de la violence conjugale sur moi. Et puis bon, on se lève, on va menotter le mari, on l'amène, on lui fait un PV, on le transfère en prison, et on dit que bon, à partir d'aujourd'hui, que tous les biens appartiennent à la femme. Et que bon... Vous ne pouvez pas vous approcher d'elle à 5 km à la ronde. Voilà, et maintenant, le mari, lui, fait 3, 4, 35 ans en prison, avec les enquêtes, et après, il est innocent. Non, lui, comment ça? Benjamin m'a dit, il a des fois. Oui, et on veut faire ça à nos enfants. Parce que les enfants voient ça. Ils grandissent dans cet environnement-là, que papa ne peut rien me faire, maman ne peut pas me taper, parce qu'on est devenus des copains. Ça dit qu'on est là, votre enfant il est en train de vous tapoter sur les épaules, vous dites que bon, ça va aller, papa, de toutes les façons. Mais, non, mais c'est quelle éducation ça? Mais en réalité, ça n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, un père, quand il... C'est comme ça, les élèves aussi, en passant, ils voient son enfant, ils disent, monsieur, comment ça va? Nous, on n'a jamais fait ça à nos enseignants. On n'a jamais, même aujourd'hui, on voit nos enseignants en route, mais quand vous le voyez, vous descendez. Vous descendez de votre voiture, vous le saluez poliment. Même s'il marche, même s'il est à vélo ou à moto, vous le saluez poliment. Même si vous êtes dans une voiture, et vous présentez que vous m'avez enseigné dans telle classe, dans tel établissement, il dit, ah, c'est vrai, oh là là, ça fait longtemps, voilà, qu'est-ce que tu es devenu, etc. Vous causez bien. Mais aujourd'hui, les enfants, les élèves, oh, ben, monsieur, bon, il y en a qui invitent leurs enseignants à prendre un pot. Est-ce que c'est normal ça? Et on veut nous dire, bon, de toutes les façons, le débat là... ne fait que commencer véritablement. Nous tous, on est des parents d'élèves. Vous comprenez? Non, nous tous ici, on est des parents d'élèves. Oui, bien sûr. D'accord? Personne n'est sans enfant. On est des parents d'élèves. Et quand il y a une réunion dans l'établissement scolaire de mon enfant, et je vais, personne ne peut lancer ce débat, et les gens vont être unanimes, vous dire qu'on ne tape pas. Quoi? Qui? Quand? Comment? On ne tape pas. Et pourquoi? Mais quand même, à un moment donné, parce que les enfants, quand je l'ai dit tantôt, il y en aura. Puisque certains parents, je le rappelle tout à l'heure, vont se plaindre. D'ailleurs, cette décision-là, c'est des parents qui sont allés se plaindre. C'est pas un débat. Non, ces parents, ils sont combien? Qui, pour avoir écouté, ou les enfants qui rentrent à la maison se plaignent que, le maître m'a tapé aujourd'hui. Qui sait ce que les enfants de l'école là vont... ce que ça a comme répercussion dans le monde enseignant? Les sanctions comme ça là. Ma foi, mais c'est gros. Les répercussions de ces genres de décisions, ce que ça fait dans l'enseignement, c'est gros. Et les répercussions sur les enseignants, mais c'est incommensurable. Et les élèves qui giflent les enseignants. Que tu viens même en retard, on ne peut même pas te corriger. Parce qu'on interdit de taper. Aujourd'hui, c'est vrai que par le passé, il y a eu beaucoup de choses où les enseignants abusaient des jeunes filles dans les établissements. Mais aujourd'hui, même les enseignants peuvent. Le débat là, en réalité, en l'évoquant, nous parlons de modes de punition à l'école. Est-ce qu'il faut forcément taper l'enfant pour pouvoir le corriger? Eric, je vais reposer la question. Ce débat, en tout cas moi, je dis, il faut taper. Il faut taper. C'est quoi? On ne tape pas dans l'air. Eric propose quoi? On ne tape pas en l'air. C'est pas on t'a dit ceci une fois. Un enfant qui vient à l'école en retard, par exemple, qu'il faut taper. Au lieu de taper, nettoyer la pollution proportionnelle à la photocopie. Voilà, très bien. Voilà. Permettez que je lise aussi les avis des certains auditeurs qui nous écoutent, qui nous envoient des messages. Bon, à 98%, je suis d'accord avec vous. Je vous le dis tout de suite. Il y a un auteur qui nous dit, franchement, le bâton aide beaucoup en Afrique. Nous avons été corrigés aujourd'hui. On ne regrette rien, dit cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, soulignons aussi que, bon voilà, je pense que c'est le débat précédent. Un autre qui nous dit,
Pourquoi on veut copier aveuglément l'Occident et ignorer nos cultures et valeurs africaines? Un enfant doit être corrigé pour qu'il soit à l'avenir un enfant correct dans la société. Je suis totalement d'accord avec tout le monde au plateau pour le bâton. Même dans la Bible, il est prévu que l'enfant soit corrigé. Ça, c'est pas faux. Un autre auditeur qui nous dit « Je pense que le bâton est nécessaire dans l'éducation de nos enfants en ce 21e siècle. Ça forme, ça façonne un bon étudiant, mais n'oublions pas que certains instituteurs aussi exagèrent trop. Donner 120 coups à un élève n'est pas un exemple. Je salue au passage tous les élèves du CGA Blogamé des années 2003. Ils connaissent ce qu'est instituteur. De quel instituteur je parle? Ah ouais? Ah ouais. Il est fier. Non, c'est douloureux, je crois, pour lui. Un autre auditeur qui nous dit... là, c'est une violence. Il a volé. Il y a seulement 20 ans. Il a volé l'argent du directeur. L'argent de la quête de l'église. Un autre auditeur qui nous dit... On refuse l'utilisation du bâton. Voyez nos résultats, ou les résultats aujourd'hui. On distribue des diplômes sans aucun niveau. Dis donc, cet auditeur, il y a un autre qui nous dit, nous, on nous a tapé, nous ne sommes pas morts. Le ministre Kokoroko lui-même n'a pas reçu, oui c'est ça ce qu'il a écrit, des coups de bâton à l'école. Nous sommes en Afrique et nous avons la réputation d'être des modèles. Nous avons une bonne moralité grâce à l'éducation que nous avons reçue à l'école et à la maison. Chapeau à nos parents et à nos maîtres et professeurs qui nous ont corrigés correctement. Comment supprimer l'usage des bâtons en milieu scolaire? Ça veut dire quoi? Regardez le niveau des apprenants aujourd'hui. On va aller au référendum pour celle qui soit là. Ouais. Référendum, des tests à mettre au référendum sont connus aussi. Hein. Ça, c'est les députés à l'Assemblée qui doivent quand même parler de cette affaire. Ouais, mais non. Ah ouais, je connais votre avis là-dessus. On va en parler, on va venir. L'auditeur continue en nous disant que moi, personnellement, si je fais une faute à la maison, non seulement ma mère me tape, mais aussi elle vient à l'école et le maître me tape aussi. Je ne suis pas morte. Dit donc l'auditrice. C'est une dame. Oui, si. Un autre auditeur qui nous dit, soulignons aussi que certains maîtres et professeurs tapent les enfants parce qu'ils en trouvent plaisir. Oui, des méchants. C'est ce que je disais, il y a des enseignants méchants. Mais enlever totalement le bâton dans l'éducation scolaire en Afrique, surtout pour nous les Noirs, est une grave erreur. C'est à quoi que seul le bâton éduque les Noirs, quoi. Non. Michel. Non, comment? C'est pas vrai. Non. C'est que nous avons... On ne peut pas dire ça que c'est le bâton qui éduque les Noirs. Nous avons une réalité qu'on ne peut pas faire semblant. Vous voulez dire en parlant de Noirs. Oui. Pas une fixation des réalités, mais des réalités africaines. Qu'on ne peut pas ignorer. C'est ça. D'accord. Ouais. Il y a beaucoup d'autres messages, mais je pense que... je vais lire ce dernier là. Ma fille n'apprend cette cours quand tu demandes... Tu vois comment nos dirigeants en Afrique, tu vois comment ils sont protégés? Tu as une idée de comment ils sont protégés? Non. Mais regarde la protection de nos dirigeants en Afrique. Oui. Regarde en Occident, même, il y a certains pays en Afrique encore, il faut voir comment, quand ils sortent, comment... Oui. Certains présidents en Occident. J'ai vu une vidéo la dernière fois d'une Ivoirienne. 2-3 personnes qui l'accompagnent. À Hollande. Oui. Elle était surprise de voir son premier ministre manger dans la rue pour aller acheter du pain. Vous allez nous demander à nos dirigeants en Afrique ici de se... Pourquoi ça? Mais voilà, c'est une question sociologique. Il faut chercher. Pourquoi eux, ils sont moins protégés. Ils sont là, ils se battent. Le président américain le plus protégé au monde? Non. Quand on dit il est le plus protégé au monde, c'est, disons, une façon de voir. Une façon de voir. Il est protégé, mais c'est une façon de voir. C'est une puissance. Une puissance mondiale. C'est une façon de voir. Mais regardez nos chefs d'État en Afrique.
La plupart en Afrique noire, regardez comment ils sont protégés. Mettez-nous sur une piste. Est-ce que ça va nous... vous allez demander à un président, peut-être, c'est pas, en Europe, regardez les premiers ministres, il veut faire un discours, il a son discours en main, il sort seul, il lit, il salue les gens. Et après il part. Est-ce qu'il a un problème? Regardez, c'est des réalités qu'il ne faut pas confondre. C'est ce à quoi je veux en venir, c'est des réalités qu'il ne faut pas confondre. Ma fille n'apprend ses cours et quand tu demandes, elle dit que le professeur dispense et quitte sans. Je comprends pas la suite. Je suis parti voir le directeur pour corriger ma fille et a été donc surpris par le premier responsable. J'ai été surpris par le premier responsable qui ne veut pas de problème avec le ministre. Ah oui, je comprends. Elle veut dire que sa fille n'a pas passé cours. Donc elle est allée dans l'établissement. Elle est allée à l'établissement pour se plaindre pour que sa fille soit corrigée. Et il a été surpris de voir le premier responsable de l'établissement. Il dit qu'il faut de problème avec le ministre. Ah oui. Ça veut dire que, c'est ce que je disais, ces trucs-là, on le fait. Bon, je me pose beaucoup de questions. Ceux qui prennent ces décisions-là, est-ce qu'ils font des projections dans le futur pour voir ce que les enfants là qu'on est en train de former, ce qu'ils peuvent devenir dans 30, 20 ans, 30 ans. Écoutez ce message de cet auditeur qui nous dit, vraiment moi j'ai les larmes aux yeux. Ah oui. De voir un parent venir se plaindre qu'on a frappé son enfant. À mon avis, il s'agit seulement que des écoles privées, enfin, il s'agit que des écoles privées. Parce que dans mon école officielle, tu vas dire à la maison, quand tu as frappé à l'école, tes parents te ramènent le matin pour remercier le professeur. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Tu sais, quand nous on était au village là, quand tu es dans la rue quelque part et tu commets une erreur ou tu fais quelque chose, c'est les dangers. Le papa de quelqu'un ou la maman de quelqu'un qui te corrige. Et t'amène à la maison. Et il va, le jour il va voir croiser ton papa, il lui dit que voilà, tu as fait ceci. Le papa retourne, il te corrige le double de ce que on t'avait réservé dans la rue. L'enfant appartient à la société. On doit corriger l'enfant. Le débat n'est pas fini. Voilà. Il est 12h sur la radio. On marque une pause, on revient juste après. Nous sommes sur la radio Génial Taxi FM Lomé avec Michel Tchadja, Sylvestre Béni et l'homme Mathis Ogbe. On a compris que le sujet sur l'éducation, la violence en milieu scolaire ou pas, parce qu'on nous dit même de ne pas dire violence en milieu scolaire, parce que c'est pas une violence en tant que telle. Ça continue de susciter le débat. Il y a un auditeur qui nous dit, à notre confrère Eric Tanader, un enseignant, qui nous dit merci pour ce sujet sur les conséquences de l'élimination de la punition. On ne peut pas éduquer sans bâton en Afrique. Les sections corporelles font mieux, enfin, de punition corporelle, donc font mieux réfléchir donc les enfants. J'ai été très bien tabassé, mais je remercie beaucoup tous ces enseignants, parents de notre époque, et qui avaient le soutien de nos parents en plus. Elle dit donc l'auditeur, ce n'est pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Il faut corriger les enfants. Voilà. On va aborder un autre sujet. Bon, d'autres messages, on va les lire. On sera donc au temps des auditeurs. D'accord, très bien. Je suis enseignant, nous dit notre auditeur. Je suis enseignant. Les collègues sont prudents et tout le monde craint le lendemain de notre pays. Ça, c'est glaçant, Elon. La femme est glace. Bon, oui, mais... J'envoie mon fils à l'école. Il faut qu'il soit enseigné, il faut qu'il soit éduqué. Oui, et puis... Donc, s'il fait mal, il faut qu'on l'éduque. Oui, je suis absolument alors, d'accord. est-ce que je vais prolonger un peu le débat? Parce que c'est mon confrère Isidore Akolor qui ne cesse chaque fois, quand on parle de l'éducation de l'enseignant, il dit non, mais aujourd'hui, ce n'est plus de l'éducation, c'est de l'enseignement. Avant, nous avons un ministère de l'éducation. Et éducation est différent de l'enseignement. Est-ce que tout ne part pas de là, en réalité? Bon, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de l'éducation à l'école, ce n'est que de l'enseignement. C'est de l'éducation nationale. Nationale. Oui, bon, vous savez... Non, attention, les mots.
Non, on va pas se faire dans des choses qui... Non, c'est pas, on n'est pas en train de chercher les sectes des anges. Oui, mais on n'est pas l'Académie française non plus. Vous savez, vous comprenez? Non, les mots existent avant qu'on soit né, donc on va pas chercher à savoir comment on a défini, est-ce qu'il y a le bâton dans la définition. De toutes les façons, ce qu'on retient, il faut taper les enfants à l'école. C'est tout. C'est-à-dire que les convolutions qu'on puisse faire et tout ça, ça ne va pas arrêter le problème. Quand un enfant vient, il n'a pas une bonne moyenne à l'école, en classe, il est dernier de la classe. Mais vous voulez qu'on lui dise que bon, pourquoi tu es dernier? Il va dire que bon, ceci, c'est là. Alors que quand l'enfant entend la maison tout le temps, c'est la télé. Mais vous voulez qu'on fasse comme quoi avec cet enfant-là? Son papa va dire que pourquoi vous l'avez tapé parce qu'il regarde la télé, il est dernier de la classe. Non! Il faut le taper. Des fois, il faut le redresser. Redresser-le au minimum, mais il va comprendre que, mais attention, mais il y a un problème qui se passe. On me tape, on m'interdit de regarder la télé, on me met devant la table de multiplication tout le temps. Mais attends, mais si vous ne récitez pas correctement la table de multiplication, vous ne mangez pas. Oui, donc bon, c'est pas une affaire de on est là, il faut chercher si c'est éducation, c'est enseignement, il faut taper. C'est ça, je vois Michel est d'accord avec vous, donc il ne parle pas. Non, c'est ça. Alors, messieurs, on va parler un peu de la politique, juste un peu avant de donner la parole aux auditeurs. Je suis sûr que beaucoup vont intervenir, ils vont parler de l'éducation. Alors, sur la politique, il y a encore quelques jours, une semaine environ, certains leaders des partis politiques, on peut les prendre comme ça, hein, qui ont appelé donc à l'union, ça fait rire un petit peu Michel, s'unir, vous l'avez écrit mercredi dernier, s'unir pour sauver les Togo. Bon, quand on voit Ouro Akpo, Jean Kissi, et l'autre c'est l'ancien du PNP, là, Ouro Akpo, Tchatifi. Ils parlent de quelle union? Sont-ils en train de parler de unir comme parti politique? Non, en réalité, ils ont sorti une tribune signée par les trois, Jean-Joël Kissi, Ducar. Bon, je ne sais pas s'il faut continuer à lui Ducar. Bon, oui, on ne va pas polémiquer là-dessus. Il y a Ouro Akpo, l'ancien donc de l'ANC. Oui. Et puis Ouro Akpo, Tchatifi, l'ancien du PNP. Donc ils ont sorti une tribune et demandent donc aux autres leaders, c'est-à-dire aux autres collègues, aux camarades, aux compagnons de lutte de l'opposition, donc de s'unir, de faire table rase de tout, et donc d'être ensemble pour sauver le Togo et donc pour l'alternance et le changement. En réalité, c'est la même musique finalement. Oui, on peut le dire ainsi. À l'approche des scrutins, on se met ensemble. Après, on peut quand même se quitter. Oui, en réalité, le message en soi ne sauve d'aucune ambiguïté. C'est vrai, les leaders peuvent lancer un appel à l'union pour sauver. Sauf que c'est la pratique, c'est la réalité qu'il faut sauver. Parce que ça fait des années que beaucoup ont lancé le même appel avant eux, mais ça n'a pas prospéré. Donc c'est l'opposition en soi qui ma foi, a devenu une opposition. C'est un conglomérat abyssal. On n'arrive pas à cerner l'opposition, parce que dans la même équipe, des gens ont dit, si c'est Eden Kodio, donc vaut mieux qu'il y a des reste là. Oui, il y a eu ce discours, si c'est Agboibo, donc c'est encore le RPT. Donc c'est les mêmes là, et après c'est les mêmes qui sont retrouvés pour lancer des affaires, ils sont retrouvés pour quelques semaines, quelques mois, et après bon, tout part en lambeau, et après ils se retrouvent encore opposés, ils se rentrent dedans, et puis après ils se retrouvent pour dire, c'est cela, malheureusement depuis plus d'une trentaine d'années, plus de 3 décennies, puisque si on prend le repère démocratique comme le 5 octobre 90, ou après donc ce discours de la bolle là, de juin 90 je crois, où on demande la main à s'ouvrir, et puis l'opposition rentre dedans avec le vent de l'Est et tout ça. Bon, nous en sommes encore là, pratiquement rien n'a changé. Vous prenez les mêmes de l'opposition, aujourd'hui ils sont ensemble, demain ils se retrouvent encore opposés, ils se rentrent dedans, après demain ils se retrouvent, et pendant ce temps, le régime aussi est là, 50 ans, cinquantenaire, et donc rien ne change. Mais malheureusement c'est cela. Malheureusement c'est cela. Parce qu'aujourd'hui, ça nous, comment je veux dire, c'est-à-dire que ça nous amène à me poser une question, est-ce qu'ils sont sérieux à la fin? C'est-à-dire que
à l'approche des élections, il y a toujours des unions, peut-être des façades, des circonstances, et nous savons ce qui va arriver après, quoi. Ils vont se faire la guerre et ça va se détruire. C'est pourquoi l'appel donc de Tipeee est un peu prospéré. C'est-à-dire qu'on l'a vu comme un ovni, il est venu, personne ne lui connaît, donc lui on l'a tout de suite cru, beaucoup donc ont adhéré à sa vision, vous avez vu ce qui s'est passé. Bien sûr. Hein, le régime a failli, on a failli donc enterrer le régime. Mais bon, après, tout de suite les fous ont commencé, et Tipeee c'est un ancien donc du régime, Tipeee c'est un vendu, l'autre côté on disait nous sommes là avant qu'il n'arrive, et puis là patata, on est encore rentré donc dans ces querelles de bas quartier, si vous souffrez que je l'appelle ainsi, hein, ces querelles de bas quartier, et puis bon voilà quoi, la vie continue. Et maintenant, c'est en fait le Togolais, le peuple togolais qui en pâtit, qui souffre véritablement. Parce qu'après, eux vont se retrouver, après il y aura des dialogues et tout, hein, certains même vont retrouver quelques pognons, hein, si je parle donc des 30 millions, là les Togolais n'ont pas vu ça. Ils ont partagé, personne ne le sait. Voyez-vous, donc tout cela est bon. Et après on dit l'union et tout ça. Bon, peut-être que c'est pas une fatalité, hein, mais la situation togolaise va se décanter un jour. Et ça, j'en suis certain, parce qu'aucun régime ne peut être là éternellement. Ça, c'est un fait. Rien n'est éternel. Eux, si tôt ou tard, ils vont partir. Mais le mieux pour eux, c'est d'avoir donc des gens capables qui les comprennent, une opposition assez forte pour que les choses puissent se prospérer. Mais si devant on ne voit rien, on considère que devant c'est maïs, si le régime sera surpris un bon matin. Michel, c'est du plan réchauffé. C'est du plan réchauffé. En réalité, bon, c'est un débat qui n'a même pas lieu d'être. Parce que moi, quand je vois ou j'écoute aujourd'hui certains leaders parler de l'union, ça me fait rire. Puisque depuis 90, à ce jour, nous avons vu beaucoup de choses. Le code 1, code 2, le phare. Et après, on a vu encore plein de trucs, le FRAC, le CST, les cocoles. Aujourd'hui, le CAP 2015, DMP, DMK. Les histoires. Aujourd'hui, je pense que quand puis regarde ceux qui appellent à l'union. Bon, regarde c'est qui. Ceux qui appellent là. Quand tu les vois, ils représentent quoi? L'autre là. Tafiki, par exemple, bon, il n'est plus dans le PNP. Jean Kissi, bon, c'est pas, il parle au nom du Carou bien, bon, il parle en tant qu'individu, et les autres, ça n'a pas. Non, ça ne. Aujourd'hui, les Togolais, je pense que l'autre là disait quelque chose tout à l'heure, Sylvestre. Les Togolais ont compris que, bon, ces gens-là, c'est pas la peine de compter avec eux. Mais le régime non plus ne doit pas être content qu'en face, il n'y a rien. Oui. Le régime ne doit pas être content. Parce que quand il n'y a pas une opposition claire et nette, ce n'est pas bien aussi pour le régime. Parce que la nature peut fabriquer quelqu'un. La nature même peut fabriquer un opposant, il sera plus redoutable que les traditionnels. Donc, c'est pourquoi le pouvoir aussi a intérêt à avoir des gens organisés. Voilà, ça fait aussi fleurir ou bien ça fait aussi grandir la démocratie. Mais quand il n'y a pas, aujourd'hui quand vous regardez en face de UNI, c'est des gens, bon, qui cherchent à manger, il n'y a pas... Ah oui, sérieusement? Non, ce n'est pas... Non. Vous savez, quand en 2017, les Togolais, on envoyait les Togolais dans les rues, tout ça là, et ils traversaient les frontières pour aller prendre $20 000, ils mangeaient, ils ont bien fêté la fin d'année 2017, pendant que nous, les Togolais, on était là, rien. Donc, quand on comprend ça, il faut quand même faire attention avec. Aujourd'hui, moi, quand vous parlez de l'opposition aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, ça dit que je me rappelle quand on était en 3e année d'université, il y a un cours qu'on avait, un de nos professeurs qui nous a dit que dans tout pays, lorsqu'il n'y a pas
une opposition claire et nette, la nature peut fabriquer un opposant et il sera plus redoutable. Il faut faire attention. Attention. C'est pourquoi actuellement, comment ça est là. Ce n'est pas aussi... c'est pas... Si vous savez lire, si vous savez bien lire les sociétés, si vous avez connaissance de ce que c'est que l'histoire des pays, vous ne pouvez être content de comment la situation dans laquelle le Togo est actuellement. Parce que des opposants émettés, des gens qui, bon, aujourd'hui il y a qui, rien. Mais attention, quand c'est comme ça, c'est pas bon. En tout cas, à mon avis, ce que j'ai appris à l'université, c'est pas bien. D'accord. Il y a un auditeur qui nous dit, je vois que ces politiciens opposants remplacent des humoristes, car le Togo n'a plus d'humour, c'est de la pure comédie. Moi, je le dis, d'organiser un concert d'humour au Palais des Congrès, ça va les convenir mieux, dit donc cet auditeur. On comprend. Un autre qui nous dit, la politique et les politiciens ont tout gâché dans mon pays, le Togo. Je me demande, la politique, c'est quoi au juste, dit donc l'auditeur. Et là, un mot là-dessus, on donne notre parole aux auditeurs ensuite. Bon, je crois que mes confrères ont tout dit. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de l'opposition, je crois que tout le monde fait les constats. Et ça aussi, la faute au manque d'alternance qu'il y a eu à la tête des partis politiques, où les partis politiques de l'opposition sont longtemps présidés, ou ont été longtemps présidés par des gens depuis 90, des gens qui sont restés jusqu'à faire la politique avec les enfants de ceux qu'ils combattaient. Et aujourd'hui, on se retrouve devant ce constat. On n'a personne aujourd'hui pour porter le flambeau. Et quand vous regardez, par exemple, le quiproquo qu'il y a sur la zone 1 aujourd'hui, c'est symptomatique de cette insuffisance, de cette incapacité de l'opposition à trouver des solutions. Mais moi, je les écoute sur les radios, ils crient qu'il faut reprendre le recensement dans la zone 1, etc. Nous-mêmes, on demande qu'on reprenne le recensement dans la zone 1 parce qu'on a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait recenser. Mais aujourd'hui, nous, en tant que journalistes, si les politiques font aussi notre travail, c'est-à-dire qu'ils sont derrière le micro à parler, à écrire, à parler. Mais aujourd'hui, qui va définir la stratégie? C'est pas nous les journalistes qui vont définir la stratégie. Et donc un homme politique, il est à la tête d'un parti politique, à part sa façon de parler, il définit une stratégie. Mais aujourd'hui, personne n'a sorti un chiffre, par exemple, par rapport à ces militants qui disent qu'il y a sur mes 200 militants, seulement 50 se sont fait recenser dans la zone 1. Mais ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'un parti ne peut pas venir faire des incantations. Oui, mais vous avez des militants. La base, c'est combien? 300, 400, 500. Sur vos 500 militants à Lomé, par exemple, combien se sont fait recenser? C'est facile de demander, non? Ou bien, c'est facile de demander. Les cadres électeurs. Oui, mais sauf qu'il y a des gens qui peuvent voter pour vous, mais sans qu'ils soient votre électeur. Mais je ne parle pas de vote. Je parle d'abord de cadres électeurs. Oui, mais vos militants, vous les connaissez, non? Oui, à Lomé. Mais vous avez une base. Mais posez la question, vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez votre cadre électeur? Oui, non. Oui, non, oui, non. Et que vous avez des statistiques, des chiffres clairs. Par exemple, nous, dans tel parti politique, nos militants Lomé sont au nombre de 1 million. D'accord? C'est un exemple que je donne. Sur le million là, seulement 100 ont la carte d'électeur. Et vous voulez qu'on aille aux élections dans ces conditions? On ne peut pas. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. On sait que les Togolais de la zone 1 n'ont pas la carte d'électeur. Mais ils sont de quel bord? Ils sont Togolais. Oui, ils sont Togolais, mais on va à des élections. Les élections, c'est la politique. Et on va voter pour des partis. D'abord, c'est pour des gens qui représentent des partis. Et donc, je te vote parce que le parti que tu représentes, c'est le parti que je soutiens. Oui, bien sûr. On ne va pas voter pour la société civile. On vote pour la politique. Et donc, les leaders politiques peuvent être en mesure de nous dire clairement, exactement, combien de militants chez eux. Si chaque parti politique venait au CPC avec des chiffres comme ça, vous pensez que le débat ne va pas être ouvert? Mais c'est pas facile, c'est trop facile de faire le travail des journalistes. Il faut reprendre le recensement dans la zone 1. Il faut reprendre le recensement dans la zone 1. Nous aussi, on dit qu'il faut reprendre le recensement dans la zone 1. Maintenant, qui va faire? Monsieur, merci beaucoup. Il y a un auditeur qui dit, si on accuse l'opposition, le parti au pouvoir fait-il mieux? Il faut rappeler au peuple que ce n'est pas les leaders qui font une opposition, mais la population qui souffre. Dit donc cet auditeur-là. Très bien, ça nous ouvre, n'est-ce pas, le standard maintenant pour le direct, pour les auditeurs qui peuvent nous appeler sur le 92 60 81 81 92 60 81 81. Un premier auditeur, allô? Oui, allô? Bonjour. Monsieur Pelé. Monsieur Pelé, comment allez-vous? Très bien. Nous vous écoutons. Bon, au fait, au Togo, je pense qu'on tourne toujours élection, bastonnage, dialogue, et puis répétition, rébellion. Donc, tout ça là, je pense qu'il faut aussi dire quelque chose. Tous nous sommes des citoyens, d'abord avant d'être des politiciens, et l'affaire ici, ça ne préoccupe pas seulement les partis politiques. C'est le fait que des partis politiques
c'est difficile à définir, parce que nous sommes au-delà des partis politiques. Lorsque le pouvoir en place, qui dit qu'il est bon, déjà, aux élections passées en 2020, il a dit qu'il est à 70%. Après tout, Pataka, il a dit qu'il est à 70%. Maintenant, qu'est-ce qui lui empêche d'organiser une élection transparente? Vous dites que vous êtes un grand parti politique. On veut savoir quel est le baromètre. Avec quoi on peut mesurer un parti politique? Lorsqu'on va à une élection et on encercle avec des armes efficaces un candidat seul qui a été à cette élection, mais c'est dommage, il faut toujours dire, nos journalistes, je vous en prie, ce qui se passe aujourd'hui, c'est affaire du leader de Faure Gnassingbé, qui a tout le pouvoir, qui n'a pas besoin de dialoguer. Avec les yeux fermés, il peut gouverner ce pays. Il est né à la présidence. D'accord. Depuis 1966 qu'il est né, son papa a pris le pouvoir le 2 février 1963. Il a toutes ces capacités-là. Institution, coup constitutionnel, coup d'appel, coup de presse, patata. Même le chef de l'opposition même, c'est dans sa poche. Monsieur Pelé, merci de nous avoir appelés, d'avoir donné votre point de vue sur ce sujet politique. Il n'y a pas que la politique que nous avons abordée ce matin. On a parlé de la paix, le sommet là qui se déroule à Lomé, qui prend fin donc cet après-midi. On a parlé de l'éducation. On a parlé de la grande politique. C'est un auditeur qui nous dit, ces individus qui parlent d'union de l'opposition, vraiment, ces trois personnes sont mal placées pour nous parler d'union et qu'ils retournent faire union avec leur parti d'origine, dit l'auditeur. Un autre téléphone, allô? Oui. Bonjour. Bonjour le plateau. Comment allez-vous, cher ami? Oui, ça va. C'est monsieur Francis. Monsieur Francis, nous vous écoutons. Oui, je salue le plateau dans son ensemble et félicitations pour le débat. Merci à vous. Vraiment. Alors, vous cochez quel sujet, Francis? Je voudrais parler de l'éducation. Allez-y. Le bâton. Il faut le bâton pour que ça change. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe en Europe et vient immédiatement, on veut l'implanter dans les pays africains. Avons-nous les mêmes cultures? Avons-nous graduellement évolué de la même façon? Mais j'ai fait le collège protestant. Certes qu'il n'y avait pas de bâton, mais on te punit des fois pour aller labourer. Et j'ai vu un enfant d'une grande personnalité, d'une grande autorité, première autorité de ce pays, être sanctionné au collège protestant de Lomé. Ah oui? C'est qui? Renvoyé. C'est qui? Arrivé à la maison, le papa l'a tapé correctement. Le papa l'a tapé correctement. C'est-à-dire qu'il a été festoyé. Oui, c'était un festin pour lui, le bâton. Donc moi, je voudrais simplement dire, au collège protestant, il y avait ce livret qu'on appelait livret scolaire, relations parents et l'école. Où c'était adressé directement aux parents qui devaient signer, viser et être là le lendemain. Vous n'êtes pas là, on vous renvoie l'enfant. Et les classes n'étaient pas pléthoriques. Je me rappelle encore 2 secondes, nous n'étions que 30. En première, nous n'étions que 20. En terminale, 20. Et là, on a eu 100%. Et ce cahier d'échange vraiment permettait à ce que les choses se fassent. Au collège, au lycée de Tokwe, c'était la rigueur, avec le proviseur à Bodion. Au lycée 2 février, au lycée général, il y a des mains. Le lycée technique, il y a des mains. Donc, je voudrais très sincèrement dire que il nous faut le bâton. Même dans la Bible, le bâton est recommandé. Et ce n'est pas Daniel et Nathan qui vont me dire le contraire. Merci beaucoup, Francis. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Il y a un auditeur qui nous dit justement sur la question de l'éducation du bâton. On interdit le bâton à l'école. On ne pratique plus l'éducation civique et morale à l'école. La prévention routière, tous ces trucs qui feront de nos enfants des hommes responsables dans l'avenir sont bannis. Je me demande quel sera l'avenir de nos enfants, dit donc cet auditeur-là. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Daïsi, comment allez-vous? Oh, ça va. Très bien, heureusement. Nous vous écoutons. Je viens d'apprendre qu'il y a encore un sommet à Lomé, c'est ça? C'est bien ça. Avec tous les problèmes existentiels qu'on a, c'est que des sommets, la fête, la bringue, depuis la CPC maritime, comment on appelle ça même? Sécurité maritime. Vous êtes grave, hein? Pourquoi on va faire que bringuer dans ce pays? Le développement va se passer quand? Encore un sommet. Non, c'est pour ça qu'il faut alterner dans une république, quoi. Là, ici... Sinon, les gens prennent la république comme leur épicerie.
sans reddition de compte, on règne, tout le monde règne. Il n'y a pas d'éducation. À ce moment-là, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a rien. Une question. Il n'y a pas de social, l'économie, tout est confisqué. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. On sait que quand la case de votre voisin est en train de brûler, il faut quand même l'aider. Eric, arrête ça. D'accord. le même refrain depuis 60 ans, toi aussi, arrête ça. D'accord. Les gens n'ont qu'à penser à... Il faut alterner. Qu'on nous fasse grâce des élections d'abord. Regardez la CENI, tout ça là. On nous dit que tout ça, c'est du mensonge. Les institutions de la République là, que c'est faux. On ne respecte rien dedans. Hein? Tout est faux ici. Non. Qu'on alterne pour nous, je sais pas, pour qu'on reprenne le message est compris. Le message est compris. Merci beaucoup Daïti. Ça c'est une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit, Eric, je ne comprends pas les Togolais. Si vous condamnez comme vous le faites l'opposition, cela voudra dire que les élections ont été une fois libres au Togo. Vous vivez dans un pays où tout est verrouillé. Ceux qui sont au pouvoir utilisent tous les moyens pour chasser les opposants et les empêcher de faire des meetings et de s'exprimer. Franchement, ce n'est pas juste cette façon de voir les choses, mes chers amis. Le pouvoir utilise l'armée, la justice et tout contre cette opposition. Et vous parlez comme si tout était clean au Togo. Non, arrêtons ça, je vous prie. Ce pouvoir ne veut rien ouvrir et ne veut rien laisser. Franchement, l'opposition peut être soudée et tout au Togo. Pour le moment, ça ne va être difficile pour elle de faire quoi que ce soit. Je vous en prie, nos opposants ne peuvent rien faire face à ce pouvoir militaire-civil et clanique. Dit donc cet auditeur-là. Bon, en fait, c'est son avis aussi, c'est le sujet. Ça doit être le... On a un autre au téléphone, très bien, heureusement. Vous voulez placer un mot? Si ça, on va finir là-dedans. Non, écoutez, ce qu'elle a dit, c'est bien vrai. Lorsque devant... vous avez fait le constat que c'est un pouvoir qui est soudé, un pouvoir qui a quand même les forces armées et tout. Donc à ce côté, à votre niveau, il faut être également soudé. Mais si c'est à votre niveau, vous posez des pots de banane, là il y a un souci. C'est ce que nous disons en réalité. Quand on est conscient qu'en face, c'est trop difficile, c'est trop difficile. Mais restez soudés, restez unis, restez coudés. Et là vous pouvez donc avancer. Mais si entre vous, déjà, il y a quelqu'un qui est déjà fort plus que vous. FORT, pas IOE. D'accord. FORT. Quelqu'un qui est fort. Non, mais à vous de rester soudés. Mais si au sein de vous, vous posez déjà des pots de banane, il y a un souci. C'est ce que nous ne disons pas en fait un procès à l'opposition. Non, loin s'en faut. Oui, mais quand des gens se font des compromis pour avoir des postes lors des élections municipales, les gens ne trouvent pas que c'est ça en réalité. Oh, il y a aussi ça, non? Mais quand les gens font des compromis avec qui? Mais c'est la politique. Oui, mais il faut expliquer aux militants que c'est la politique. C'est pas devant nous qu'il faut jouer au jambri. Il faut expliquer aux militants que bon, si on négocie avec les autres aussi, c'est la politique. Maintenant, il faut que les gens nous collent la paix. Parce que ceux qui négocient avec les gens le soir pour avoir des postes, on les connaît, ils les connaissent aussi. Ceux qui ont négocié pour être maire, premier agent maire, deuxième agent maire, ils les connaissent, non? Mais c'est comme ça. Mais les gens viennent vous dire de ne pas serrer la main à X, Y, Z. Ils sont des mauvais, que c'est eux qui confisquent le pays. Mais le soir, vous allez discuter avec les gens là pour avoir votre poste. Ce sont des Togolais. Oui, mais il faut dire ça aux militants, que ce sont des Togolais, il faut leur dire ça. Monsieur, merci beaucoup. Oui, Michel, vous finissez rapidement. Non, tu sais, celui qui tentait de trouver des excuses par rapport à l'organisation désastreuse de l'opposition, je pense que nous, on ne peut pas... Oui, c'est son avis. Oui, mais bon, il n'a qu'à réviser ça, parce que le problème au niveau de l'opposition, c'est personne ne veut rester derrière l'autre. C'est tout le problème. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Michel, on va terminer donc sur ce message de l'auditeur qui nous dit ces Blancs qui nous imposent leur éducation pendant l'esclavage, comment sont-ils arrivés à dompter les Noirs? C'est notre manière de nous éduquer. Les Occidentaux ont la leur. Aucune civilisation n'est meilleure que l'autre. Chaque peuple avec sa civilisation. Si Kokoroko nous refuse de taper nos enfants, et si les enfants partent taper leurs enseignants à l'école, à qui la faute? Aux parents ou aux ministres? Avons-nous eu l'avis de Kokoroko avant d'enfanter? Qu'il nous laisse éduquer nos enfants. Bon, enfin, faut pas trop cher Kokoroko quand même. Hein? Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Sylvestre Béni, le patron de Journal La Manchette, et le Matisogbe, la Nouvelle Tribune, et Michel Taga, Ouara, ça veut dire les vainqueurs.
on sera toujours victorieux. C'est ça, non? Merci à Francis qui a assuré la mise en onde. 12h45, le journal parlé avec Hugues Vignon à Tico. À 13h, je vous retrouverai avec Maître Florent, avocat, guide spirituel. Nous parlerons des vertus spirituelles des épices, comment entretenir spirituellement sa vie à l'aide des clous de girofle, beaucoup plus. On va en parler. Je vous souhaite de passer donc un moment avec la radio Taxi FM. Au revoir.